Bonjour à tous et bienvenue. Alors, vous êtes en direct du service de médecine interne de l'hôpital Laurier au CHU de Lille. Je suis le professeur Valérie Kachula. Je suis accompagné par le docteur Emmanuel Meudon à ma gauche, qui est praticien hospitalier maladie rare, en fait, financé par le plan maladie rare. Et c'est à l'initiative de la plateforme Plénara que nous organisons ces webinaires réguliers. Alors, Plénara, c'est quoi? C'est la plateforme d'expertise maladie rare de notre CHU. Elle rassemble tous les centres de référence et tous les centres de compétences. Donc, c'est une transversalité. C'est une sorte de guichet unique pour les patients et pour les médecins qui souhaitent orienter, adresser à un patient maladie rare, prendre un avis pour un patient atteint de maladie rare ou suspect de maladie rare. Donc, le sujet du jour, c'est le lupus systémique, parce que le lupus systémique est considéré en France comme une maladie rare. Sa prévalence est d'environ 4,8 pour 10 000 habitants. Et nous allons parler du traitement actuel, des traitements standards et des traitements futurs. Moi, j'aborderai les standard of care et le docteur Emmanuel Meudon abordera les multiples perspectives thérapeutiques qui vont s'ouvrir devant nous dans les années qui viennent. On va partager l'écran et passer au diaporama de présentation. Alors, je sais qu'il y a des médecins, je sais qu'il y a des internes, je sais aussi qu'il y a des patients qui nous ont rejoints. Donc bienvenue à tous. Voilà, 20 et 15, on avait dit, on verra. Très bien. Quelques conflits d'intérêts. Et puis, on démarre quand même par une très bonne nouvelle. Et ça, c'est une actualité brûlante, puisque c'était Milan la semaine dernière. C'est un abstract qui est une présentation orale que je trouvais intéressant parce qu'elle est très optimiste pour les patients et pour les médecins qui traitent les patients atteints de lupus, parce qu'on voit quoi? C'est la survie à 10 ans des patients entre 1950 et 2020. En 1950 apparaît le Plaquenil et les corticoïdes. Avant, on n'avait pas de traitement pour le lupus, donc les formes étaient très sévères et la survie était très réduite. Avec l'apparition du Plaquenil et des corticoïdes, on voit qu'autour des années 1960, la survie à 10 ans est de 58%, ce qui était mieux que 10 ans auparavant, mais c'était encore une survie terrible. Et on voit qu'au fur et à mesure des années, la meilleure prise en charge des patients, l'efficacité des traitements, les traitements utilisés avec des objectifs de réduire le damage du lupus et moins d'effets indésirables aussi des médicaments, on arrive en 2020 à une survie à 10 ans qui est de 90%. C'est-à-dire pratiquement la survie à 10 ans d'une population générale qui a entre 45 et 55 ans, c'est à peu près 45 l'âge moyen du début du lupus. Donc on rejoint pratiquement la survie de la population générale, et ça c'est une bonne nouvelle. L'objectif aujourd'hui dans le lupus, comme dans beaucoup de maladies inflammatoires et auto-immunes, c'est le treat to target. Ce sont des amis rhumatologues qui nous ont appris cette stratégie avec la polyarthrite rhumatoïde. Vous voyez, on a tout d'abord le lupus qui est actif. Eh bien, on va essayer de réduire cette activité avec des traitements d'induction et des traitements de fond. L'objectif, c'est de le mettre en rémission clinique et en rémission avec des critères de plus en plus stringents, notamment le DORIS, on verra ce que c'est tout à l'heure, ou le LLDAS, le Lupus Disease Activity Score. Et l'objectif ensuite, c'est tout doucement de réduire la corticothérapie, d'arrêter la corticothérapie, puis de réduire les immunosuppresseurs, et peut-être un jour aussi d'arrêter les immunosuppresseurs, avec comme seul traitement de maintenance le Plaquenil, et peut-être un jour, eh bien, avoir une stratégie thérapeutique qui permet d'arrêter tout traitement. Et c'est peut-être possible dans un avenir assez proche, vous verrez. C'est quoi le DORIS? C'est un des objectifs majeurs que nous devons avoir en tête quand on traite un patient atteint de lupus. Ça fait partie des nouveaux critères, des objectifs primaires ou secondaires des essais thérapeutiques, mais il faut avoir, on est satisfait du DORIS quand le patient est à 0 de sévérité clinique, c'est-à-dire aucun symptôme clinique, que sur le VA médecin, il soit inférieur à 0,5 sur une échelle entre 0 et 3, en termes de mon impression clinique, c'est quoi? En termes d'activité, eh bien, je fais une EVA et je trace, et s'il est à moins de 2,5, je suis satisfait. Peut-être le patient ne l'est pas parce qu'il a d'autres problèmes que son lupus dans la vie de tous les jours, il doit vivre avec cette maladie et les traitements, et on en dira aussi un petit mot. Et tout ça, quelle que soit la sérologie, et avec un objectif associé d'une corticothérapie à 5 mg ou moins. C'était il y a 15-20 ans, 10, avec 10, tous les jours on était content. Puis ensuite, il y a 10 ans, on s'est dit, il faut aller à la cible de 7,5. Aujourd'hui, la cible, c'est 5 mg. D'ailleurs, c'est repris dans les recommandations EULAR qui ont été présentées à Milan la semaine dernière. Et donc tout ça, ça permet de réduire les damage
des dommages liés au traitement, notamment au traitement corticoïde. Et puis, avec les traitements de fond, on a moins de poussées, moins d'hospitalisation sont les objectifs, et tout ça visant à améliorer la qualité de vie. Donc, c'est ça qu'on doit avoir en tête, le DORIS. Il faut aller jusqu'à ce niveau d'exigence. Les traitements standards, c'est d'abord des généralités, mais qu'il faut rappeler, c'est-à-dire la photoprotection. On a des patients qui ont des atteintes cutanées sévères et qui oublient que même sans soleil, juste l'exposition aux ultraviolets peut suffire à provoquer des poussées cutanées. Il faut évidemment éviter les médicaments photosensibilisants. Je mettrai en tête les AINS, encore que quelquefois on peut traiter des patients pour des douleurs articulaires avec des AINS. Il faut éviter d'autres médicaments photosensibilisants comme le cycline par exemple. Le tabac, parce qu'il est connu depuis bien longtemps que les patients qui fument ont des lupus plus sévères, notamment des atteintes cutanées plus sévères, plus difficiles à traiter aussi. Mettre à jour le carnet vaccinal parce que beaucoup des médicaments sont immunosuppresseurs. La corticothérapie à plus de 10 mg sur le long cours est immunosuppressive et augmente le risque infectieux. Il faut donc mettre à jour le carnet vaccinal et l'actualiser au bout du jour, c'est-à-dire évidemment le Covid, et puis la grippe annuelle, et volontiers aussi le pneumocoque. Dès que le patient est sous immunosuppresseur et biologique, nous mettons le pneumocoque et le vaccin, et s'il est sous corticoïde à forte dose, on conseille aussi le pneumocoque, mais l'objectif aujourd'hui, c'est de mettre des corticoïdes à dose la plus faible possible en induction et en entretien en environ 6 kg. C'est évidemment lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaire parce que toutes les maladies auto-immunes et inflammatoires chroniques augmentent le risque cardiovasculaire. Il y a un surrisque, on sait, qui est multiplié par 50 d'infarctus du myocarde chez la femme jeune oupique par rapport à la femme jeune non oupique. Donc c'est majeur parce qu'il y a une athérosclérose accélérée au cours de ces maladies. Il faut donc contrôler tout ce qui est contrôlable en matière de profil lipidique, diabète, tabac, etc. Et surpoids. Et puis évidemment le sport et la détente parce que ça fait partie de la tranquillité d'esprit et du bien-être de l'esprit, donc du corps. Donc avoir une activité physique à l'extérieur, mais pas trop de soleil, évidemment. Et si on n'est pas très enclin de courir, ben on peut aussi nager et on est protégé ainsi des ultraviolets. Il y a d'autres mesures aussi pour se détendre l'esprit, ça fait partie intégrante du traitement. Alors, le traitement standard aujourd'hui, après toutes ces mesures générales de recommandation, c'est les corticoïdes, la prénisone, la méthylprénisolone et bolus et l'hydroxychloroquine. Disons un petit mot de ces trois médicaments. Tout d'abord, les bolus de sulmédrol, c'est un bon traitement d'attaque lorsqu'on veut mettre en rémission rapidement une poussée sévère. C'est un bon traitement d'attaque si on veut faire de l'épargne cortisonique. C'est un bon traitement d'attaque pour avoir une négativation rapide de la signature interféron. Le lupus est une interféronopathie. Il y a une signature interféron souvent importante au cours du lupus actif. Eh bien, des bolus de corticoïdes, en quelques heures, vont négativer la signature interféron. Donc, ça participe à une mise en rémission beaucoup plus rapide. On faisait avant des 1 g par bolus, 1 g x 3. Maintenant, on fait volontiers 500 mg x 3 ou 250 x 3 ou un bolus de 500 mg. 3 bolus ne font pas mieux que 3, que 1, mais 3 bolus font plus d'effets indésirables en termes de risque infection. Donc, les bolus, on tente à toujours en faire, mais à réduire les doses. Et un 500 x 3 dans une forme sévère stricte. Pour la prénisone, les traitements d'attaque dépendent de l'atteinte d'organes. Si c'est une atteinte articulaire, débuter à 15 mg, c'est très très bien. Ce n'est pas la peine de démarrer à 0,5 ou 0,5 mg kg. Si c'est une atteinte des séreuses, 0,3 mg kg, c'est bien. Et si c'est une atteinte rénale, nous verrons à 0,5 mg kg, c'est bien. Si c'est une atteinte rénale sévère ou cérébrale, on va jusqu'à 1 mg kg. Mais vous le verrez dans les PNDS, et on est en train de réécrire le PNDS 2017 qui va être publié en 2023. L'objectif aujourd'hui, c'est de réduire au maximum ces doses de corticoïdes. Et si on doit mettre du 1 mg kg, eh ben, on ne va pas au-delà de 60 encore. Si le patient pèse 80 kg, 60 mg, on sait de façon expérimentale que ça sature tous les récepteurs extragénomiques et ça bloque tout ce qui est génomique à bloquer. Donc, ce n'est pas la peine d'aller au-delà. Pour le plaquenil, il y a aussi débat, des discussions quant à la dose. On faisait jusqu'ici des recommandations disant de ne pas aller au-delà de 6,5 mg par kilo de poids idéal. Puis ensuite, il y a les ophtalmologistes américains qui ont dit, eh bien, attention, on ne dépasse pas 5 mg par kilo parce que, poids réel, parce que sinon on augmente la toxicité à 15-20 ans. C'est vrai. Mais donc, c'est un faux débat, je pense, parce que 6,5 mg kilo de poids sec, quand il y a un poids de 80 kg, finalement, là, on passe à 60, par exemple. Et si on est à 60, eh bien,
s'il faut faire du poids réel à 5 mg, c'est la même chose qu'on fait de 6,5 à poids réajusté en poids théorique. Donc je pense que c'est un faux débat. Ce qui est important, de toute façon, c'est de doser le plaquenil dans le sang et d'adapter en fonction du taux de plaquenil. Pour ça, simplement un petit clin d'œil, parce que le plaquenil, on l'utilise maintenant depuis 70 ans dans le lupus, mais on sait depuis une dizaine d'années que ça modifie l'acidité des lysosomes et ainsi la présentation de l'antigène, c'est-à-dire l'ADN, au TLR7, toll-like récepteurs 7 et 9. Cible que maintenant prennent certains médicaments modernes. Quand le patient est non répondeur au traitement standard, tout ce qu'on vient de dire, eh bien, une première question avant d'incrémenter le traitement, c'est de se dire peut-être il est réfractaire parce que non observant, est-ce que c'est un vrai réfractaire? Peut-être que comme c'est une maladie chronique, et vous savez que dans toutes les maladies chroniques, il y a plus de 30% des patients qui ne prennent pas leur traitement régulièrement, eh bien, il faut se poser la question sans accuser le patient en lui demandant si, comme toutes les maladies chroniques, c'est peut-être difficile de prendre tous les jours le traitement, peut-être de temps en temps il oublie, peut-être une fois, oui docteur, ça m'arrive, ah bah oui, effectivement, cette semaine je l'ai oublié, mais bon, je le prendrai la semaine prochaine, c'est sûr. Donc il y a beaucoup de patients non observants qui sont las de leur traitement quotidien, il faut savoir les dépister. Et pour les dépister, on a un bon moyen dans le lupus, c'est le dosage du taux de plaquenil. Et on voit ici que les patients qui ont un taux sérique de plaquenil à plus de 500 dans cette cohorte, avec un suivi de 36 mois, vous voyez que ces patients-là, ils sont protégés au traitement de fond par le plaquenil, ils ne rechutent pas. Ceux qui ont moins de 10, c'est-à-dire qui ne prennent pas leur traitement, eh bien vous avez à 30 mois plus de 20% de rechute. Donc on a un moyen indirect finalement de repérer les non-observants, les non-compliants. Et dans ce cas, je pense qu'il faut un entretien face-face, il faut peut-être un diagnostic éducatif, il faut peut-être proposer un cheminement à l'occasion, un parcours de soins autour d'un programme d'éducation thérapeutique pour améliorer l'observance. En tout cas, essayer de comprendre pourquoi l'observance n'est pas parfaite, avant d'incrémenter, proposer des immunosuppresseurs. Parce qu'on a d'autres stratégies thérapeutiques quand le patient est résistant. S'il y a une atteinte cutanée très sévère, eh bien, on a des traitements locaux, on a les traitements corticoïdes locaux, on a les traitements calcineurin inhibiteurs locaux, on a le thalidomide, le raclimide, le roaccutane parfois, la salazopyrine dans certaines formes discoïdes, la dapsone dans les formes bulleuses, et puis j'ai mis parfois, et c'est hors tout, hors recommandation, mais de temps en temps, on a des résultats intéressants avec les immunoglobulines polyvalentes. Donc ça, c'est pour l'après. Les immunosuppresseurs, quand le plaquenil et corticoïdes ne suffisent pas, on en a. Il y a méthotrexate, cyclophosphamide, azathoprine, mycophénolate et puis le tacrolimus qui peuvent être utilisés. Pour le méthotrexate, je dois dire que c'est un médicament d'appoint qui est extrêmement puissant, extrêmement efficace dans l'atteinte cutanée. J'ai jamais vu des patients blanchis résistants aux corticoïdes plaquenil, 3 semaines de métaux, pouf, ils blanchissent. Il faut aller jusqu'à 0,3 mg/kg à peu près par semaine, c'est-à-dire qu'on évite à 15 ou 20 mg par semaine, dès lors qu'on est à 15 par voie sous-cutanée. Ça, aussi très efficace dans l'atteinte articulaire, donc c'est un bon complément. Pour les autres médicaments, on les utilise plutôt pour les atteintes viscérales graves, notamment rénales, néphrologiques, et puis cérébrales. Et ensuite, eh bien, on a l'avenir, les thérapies ciblées. Alors, il y a les thérapies ciblées d'aujourd'hui, que je vais détailler, les thérapies ciblées aux petites molécules que nous verrons avec le vecteur Leuton. Quelles sont les alternatives en termes de thérapie ciblée quand les traitements précédents n'ont pas permis de contrôler la maladie? Eh bien, nous en avons deux aujourd'hui, une avec une AMM, c'est le belimumab depuis une dizaine d'années, et une sans AMM, c'est le rituximab, qui est en échec dans les essais thérapeutiques, vous le verrez, mais qu'on utilise quand même parce qu'avec un certain bénéfice. Le bénéfice du belimumab repose sur plusieurs essais thérapeutiques qui ont démontré leur efficacité dans tous les essais sur un critère qu'on appelle le série 4, critère d'activité de la maladie. Plus de 10 ans maintenant que ce médicament est utilisé et a eu son AMM. À 52 semaines chez le patient sans atteinte rénale, on a un effet thérapeutique qui est de 20% par rapport au placebo. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est dans une population ciblée particulière qu'on a cet effet thérapeutique qui est aussi important, c'est-à-dire des patients qui sont actifs, des patients qui ont des signes d'activité biologique associés avec un test de phare aux anti-ADN, un complément bas. Dans ce sous-groupe, eh bien, on a un effet qui devient significatif dès la 8e semaine. Mais on peut être satisfait finalement d'une différence significative, mais on voit que malgré tout, avec ce traitement, il y a un patient sur deux qui n'est pas répondeur. Il y a donc beaucoup de besoins non satisfaits encore dans le lupus.
Les études rituximab, très rapidement, sont négatives dans le lupus. Elles ont été faites il y a plus de 10 ans. Dans le lupus non rénal, eh bien, cet essai est négatif tout simplement parce que dans cet essai, on mettait tous les patients à forte dose de corticoïdes. Il y avait 3 barres dans le lupus non rénal, 0,5, 0,75 et 1 mg par kilo, ce qu'on ne fait plus jamais aujourd'hui dans le lupus non rénal hors atteinte cérébrale, et ils étaient exclus. Donc évidemment, avec une telle corticothérapie, le rituximab n'a rien démontré en ADE. Il faudrait refaire ce schéma avec des doses bien moindres de corticoïdes. Il y a un essai actuellement avec un anti-CD20 totalement humanisé, peut-être tu en diras. Dans l'atteinte rénale, pareil, le rituximab n'a pas démontré son bénéfice tout simplement parce que les patients recevaient tous des bolus de sumédrol à 1 g x 3. Ils étaient tous mis à forte dose de corticoïdes, vous voyez 0,75 mg par kilo, et tous recevaient le rituximab ou le placebo. Ben, le rituximab n'a pas réussi à faire mieux qu'un traitement finalement standard, déjà très efficace. Donc si on utilise le rituximab, ce sera peut-être dans des formes réfractaires. Et d'ailleurs, on voit que le PNDS aujourd'hui de 2017, mais il le montrera encore en 2023, ce qu'on est en train de réviser. Il place le rituximab en 3e ligne après échec du MMF et du cyclophosphamide. On met aujourd'hui pratiquement toujours le MMF en 1re ligne pour des raisons de sécurité d'emploi, de risque infectieux moindre, de risque carcinologique à distance moindre qu'avec le cyclophosphamide. Encore que maintenant, si on utilise le cyclophosphamide, c'est sur un mode Eurolupus, c'est-à-dire à faible dose, des bolus de 500 mg, on en fait 6 espacés de 15 jours, donc on ne va pas au-delà de 3 grammes, donc les conséquences en termes de risque infectieux sont faibles, de risque carcinologique sont faibles, et puis de risque de ménopause et sur les gonades beaucoup plus faibles chez la femme. Et donc le rituximab, malgré 2 essais négatifs, il est positionné par les experts comme alternative thérapeutique possible, et on l'a déjà utilisé dans des formes réfractaires avec succès. Et puis, il y a une nouveauté qui arrive cette année et qui sera à disposition au cours de l'été et qu'il faut que vous connaissiez. Ce sont les anti-interférons. Je vous le disais au début, le lupus est une interféronopathie. Il y a un taux d'interféron élevé. L'interféron est une source de dommages importants dans le lupus systémique. Il y a plusieurs façons de bloquer l'interféron, soit avec un anticorps qui bloque le récepteur de l'interféron, c'est l'anifrolumab, ou avec des anticorps dirigés directement contre l'interféron, ou ce qui malheureusement n'a pas démontré son efficacité, ce qui était une approche extrêmement intéressante, c'était une sorte de vaccination où on demande aux patients de faire ses propres anticorps anti-interférons. Celui qui a gagné dans cette course, c'est l'anifrolumab, c'est-à-dire un anticorps monoclonal dirigé contre les récepteurs. Eh bien, il a démontré sur un critère dans une étude TULIP-2, sur un critère qui est un peu plus stringent peut-être que le SRI4, c'est le BICLA, je ne vais pas détailler, mais il a montré que finalement, il faisait mieux que le placebo en sus du traitement standard corticoïde et plaquenil et immunosuppresseur parfois, à peu près un tiers des patients au moins avaient un immunosuppresseur, eh bien, il fait mieux que le traitement standard avec un traitement d'effet qui est de l'ordre, vous voyez, de 16%, ce qui est tout à fait honorable dans les essais thérapeutiques lupus, mais ce qui montre aussi qu'il y a un grand besoin non satisfait puisque la moitié des patients restent actifs. C'est aussi un médicament qui est capable de retarder le temps jusqu'à la première poussée par rapport au placebo. Avec une tolérance, juste à signaler, plus de zona, 7% par rapport à 1%, quand on bloque l'interféron alpha. L'interféron alpha participe à la défense antivirale, et donc il y a un peu plus de zona, et on se posera la question, je pense, des patients qu'on traitera par anifrolumab, un peu comme le font actuellement nos rhumatologues avec les JAK inhibiteurs, c'est-à-dire la vaccination anti-zona. On aura le vaccin à protéines synthétiques qui arrivera au cours de l'été, probablement au mois de septembre, et qui permettra de vacciner des patients même sous immunosuppresseurs, alors qu'actuellement, c'est un vaccin vivant atténué qu'on ne peut pas. Je pense qu'on se posera la question de vacciner les patients après 55 ans qui recevront ce médicament ou un JAK inhibiteur. Je pense que ce médicament a montré aussi qu'il permettait de mettre le patient en rémission sur le critère Doris avec un effet qui, sur cette courbe, paraît très, très important et intéressant, mais finalement, vous voyez, c'est que 14% avec l'anifrolumab et on est à 6%, 7,6% avec le placebo. Ça veut dire qu'il y a près de 80% des patients qui n'y arrivent pas. Donc, l'anifrolumab, c'est bien, mais ce n'est pas encore suffisant pour mettre le placebo. Il faut d'autres stratégies.
Quand il y a une atteinte rénale, je pense que l'objectif, il est là. Le trip to target, il est là. C'est la recommandation EULAR en termes de traitement. L'objectif thérapeutique, je pense aujourd'hui, il ne faut pas aller au-delà de 0,5, sauf des critères de sévérité au niveau de la biopsie rénale, notamment la présence de croissant, notamment l'insuffisance rénale. Eh bien, en dehors de ces situations-là, ce n'est pas plus de 0,5. Avec un objectif à 3 mois, vous voyez, 7,5 et peut-être à 6 mois d'arriver à 5 mg. Ça peut être un objectif raisonnable et on essaie d'appliquer au quotidien dans le service. Avec aussi un objectif de protéinurie, et là je reprendrai la recommandation EULAR. L'objectif de protéinurie, c'est assez simple. L'objectif, c'est moins 25% de la protéinurie à 3 mois, moins 50% à 6 mois, et à 12 mois, l'idéal, c'est être à moins de 0,5. Je mettrais plus 0,5 que 0,7. C'est les recommandations du CADIGO qui sont à 0,5. Je crois qu'il faut être plus stringent et 0,5. Ces patients à 0,7, je ne suis pas satisfait à 12. Alors, un essai thérapeutique tout récent, publié il y a maintenant 3 ans, avec le belimumab, qui s'est essayé dans l'atteinte rénale, en sus du traitement standard, les patients recevant des corticoïdes et recevant le CELCEPT le plus souvent. Je crois que c'était exclusivement le CELCEPT, avec des relais azatioprine. Eh bien, le médicament s'avère efficace sur le critère principal qui était une rémission rénale, mais c'était 0,7, mais avec une rémission rénale complète en critères secondaires, il est aussi efficace, avec une différence par rapport au placebo qui est satisfaisante, mais qui ne me satisfait pas complètement, et ça c'était à 2 ans, parce que vous voyez qu'il y a 70% des patients qui ne sont pas en rémission rénale complète à 2 ans, et ça montre qu'il y a encore un besoin non satisfait dans l'atteinte. Les inhibiteurs de calcinurine agissent de 2 manières dans le lupus, en modulant la production de cytokines en agissant sur le lymphocyte T, et avec un effet antiprotéinurique direct sur les podocytes. Donc il y a une double action. Un médicament a été testé qui s'appelle la voclosporine, un petit peu l'équivalent du Prograf, sauf qu'il n'a pas besoin de dosage sérique. C'était un protocole très ambitieux parce qu'il essayait de partir de 0,2 mg kg, 0,25 à peu près, c'était 20 à 25 mg de corticoïde en attaque avec une baisse très rapide de la corticothérapie. Il a montré son bénéfice sur le critère primaire à la semaine 52, c'est-à-dire la protéinurie à moins de 0,5 à la semaine 52 dans 41% des cas versus 23. C'est bien, mais comme ce médicament ne couvrait pas un besoin totalement insatisfait, puisqu'on a une autre calcinurine inhibiteur, et que le bénéfice a été estimé comme modeste par des experts de la commission de transparence, il n'a pas réussi à avoir un prix en France, il ne sera pas commercialisé en France, malheureusement, alors qu'il avait sans doute une place, notamment chez les patients très protéinuriques. Simplement cette diapositive-là pour vous dire qu'il y a des médicaments dans le lupus rénal qui peuvent être assimilés au DIMAR des rhumatologues, c'est-à-dire réduisent l'activité de la maladie et les dommages. Dans la première année, on a ici le mycophénolate, mofétil et le cyclophosphamide, c'est la cyclosporine. Non, c'est cyclophosphamide, c'est cyclosporine. C'est cyclosporine. C'est écrit en petit qui sort du lot et qui est efficace en termes de DIMAR. Et dans les 2 à 5 ans, c'est intéressant de voir qu'on a l'azatioprine et l'hydroxychloroquine. Le léflunomide, on ne l'utilise pas. Mais il y a aussi le belimumab qui se positionne là et qui peut être intéressant. Donc le belimumab, peut-être pas chez tous les patients, mais il a certainement une place chez les patients avec glomérulonéphrie proliférative. Un des pratiquement derniers trip to target, c'est les corticoïdes. Qu'en est-il des corticoïdes? Est-ce qu'un jour on peut arrêter les corticoïdes? Pour l'atteinte rénale, la recommandation c'est 3 ans de traitement. Et s'il n'y a pas eu de rechute, on essaie d'arrêter après 3 ans. Il y a peut-être certains patients qui rechuteront, c'est ceux surtout qui gardent une activité biologique, notamment un phare qui est élevé. Cela peut-être faut être un peu plus prudent. Quand on a mis le patient en totale rémission, qu'il répond au DORIS, eh bien on peut se demander après quelques années est-ce qu'on n'arrêterait pas la corticothérapie? Eh bien, la réponse est pourquoi pas. Les patients qui sont à 5 mg et qui vont bien, est-ce qu'on peut arrêter la corticothérapie? Si on fait ça, que se passe-t-il? Eh bien, on voit qu'à 1 an, il y a à peu près 20% des patients qui vont rechuter. Alors que si on maintient 5 mg, il n'y a pratiquement pas aucun patient qui va rechuter. On peut se dire, donc il faut maintenir 5 mg. Pas sûr, parce qu'on peut regarder la courbe différemment, et 80% des patients qui à 1 an ne vont pas rechuter. Donc cela, c'est peut-être tout bénéfice en termes de corticothérapie et d'impact de la corticothérapie même à 5. Et c'est peut-être, pour savoir qui peut avoir un arrêt de la corticothérapie, c'est peut-être la signature interféron ou le dosage de l'interféron par technique 6 mois
Ici, c'est tout des colonnes avec des patients. Chaque colonne est un patient. Ici, c'est des témoins. Quand il y a pas de rouge, la signature interféron est négative. Quand il y a du rouge, elle est positive. Et on compte les gènes de l'interféron qui sont rouges. Eh bien, plus il y a de rouge, plus le score est élevé. On compte simplement les cases et ça fait un score. Eh bien, il a été montré par l'équipe d'Alexis Mathion et Xavier Amoura que les patients lupides qui avaient une signature interféron positive, c'est ceux-là qui rechutent plus volontiers au cours du temps. Donc, quand on se pose la question, peut-on arrêter à 5 mg, le patient va bien, le faire est négatif? Personnellement, aujourd'hui, j'ai mis ça dans la routine. Quelle est la signature interféron? À Lille, on peut la faire, enfin, on l'a fait à Lyon, on la fera prochainement à Lille. On ne peut pas faire le dosage sérique ici sans technique 6 mois. Eh bien, peut-être on peut ainsi sélectionner le patient qui est un bon candidat pour un sevrage. Et enfin, je terminerai par cette diapositive, c'est que tous ces traitements ne peuvent pas s'intégrer sans qu'il y ait une prise en charge je dirais, spirituel, du soi, du bien-être, c'est-à-dire une bien-être familial, bien-être professionnel, bien-être dans sa tête, dans son corps, c'est-à-dire des thérapies complémentaires, ça peut être le yoga, ça peut être la sophrologie, ça peut être l'activité physique adaptée, toujours avoir une activité physique qui est aussi très très importante pour la correction des facteurs de risque vasculaire, les lipides, la tension, et l'éducation thérapeutique du patient qui incontestablement, et pour les patients qui sont avec nous, je vous conseille de suivre un an notre programme d'éducation thérapeutique, eh bien, ça contribue et ça contribuera à votre bien-être. Et puis, l'avenir, voyons-le maintenant avec le docteur Emmanuel. Voici mes liens d'intérêt sur que je ne vais pas m'attarder. Alors, juste avant de vous parler des traitements d'avenir, je voudrais revenir sur certaines définitions qui ont déjà été abordées dans la présentation précédente. On va revenir un peu sur ce qui se cache derrière ces acronymes pour qu'on soit à l'aise après sur l'interprétation des données de phase 2 et de phase 3, parce que c'est surtout de ça que l'on va parler. D'abord, le BILAG, le CLASI, le SLEDAI, c'est des scores qui permettent d'évaluer l'activité du lupus sur les 28 jours qui précèdent. Alors, le BILAG, c'est compliqué. Le BILAG, c'est 25 pages d'ABAC pour correctement évaluer le patient. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'on va venir évaluer l'activité de la maladie dans 9 domaines cliniques. Et pour chacun de ces domaines, on va se demander, on a des définitions qui nous disent ce qui est une étape sévère, une étape modérée, une étape minime. Et pour chacun de ces symptômes, on va venir dire est-ce qu'elle est présente, absente, s'améliore, est stable ou en amélioration. Et puis à la fin, pour chacun de ces domaines, le domaine des muqueuses et d'atteinte cutanée, le domaine musculo-squelettique, le domaine rénal, le domaine cardiovasculaire, on va venir coter si l'atteinte relève d'une intention de traiter avec une corticothérapie à forte dose ou un biologique ou un immunosuppresseur ou une anticoagulation curatrice, on dira qu'il est BILAG A. BILAG B, c'est une corticothérapie plus modérée, par exemple des arthralgies au cours d'un lupus, mais sans retentissement quotidien sur la capacité à boutonner, par exemple, sa chemise. BILAG C, c'est plutôt un traitement symptomatique, et on va ainsi parler en nombre de domaines BILAG A, BILAG B dans les essais thérapeutiques. C'est un score qui est intéressant parce qu'il va être très sensible au changement. Un patient qui va avoir 10 articulations douloureuses et qui va passer à 2 articulations douloureuses, on va pouvoir le voir avec le BILAG. Par contre, on n'a pas de score global, donc ce n'est pas un score intéressant pour évaluer l'activité globale de la maladie. Le score, c'est la SLEDAI ou la version SLEDAI ou la version SLEDAI 2K, c'est la même chose. Les pondérations sont un peu différentes, mais c'est une manière d'évaluer l'activité de manière globale, avec une vision très binaire. J'ai le symptôme, j'ai pas le symptôme, j'ai une thrombopénie, j'ai pas de thrombopénie, j'en ai pas, j'ai 0 point, j'en ai une, j'ai 1 point. J'ai 10 articulations douloureuses, ça vaut 4 points. J'ai 3 articulations douloureuses, ça vaut 4 points. J'en ai 0, ça vaut 0 points. Donc c'est une vision un peu binaire qui est très peu sensible du coup au changement. On ne va pas capter forcément une amélioration s'il n'y a pas de disparition de l'atteinte. Par contre, on va avoir une vision numérique globale de l'activité de la maladie et on définit une amélioration comme le gain de 4 points qui peuvent être cliniques ou d'ailleurs qui peuvent être biologiques. Une normalisation du complément associée à la disparition des antidonatifs et une normalisation de la thrombopénie, ça va valoir 4 points comme une disparition du domaine articulaire. Donc c'est assez adapté au changement d'activité globale, mais peu sensible finalement aux détections des poussées. Et ensuite, l'évaluation annuelle, l'évaluation globale par le physicien, c'est un score qui va de 0 à 3, et on a quand même des encres. 1, ça veut dire 0, c'est-à-dire pas d'activité. 1, ça veut dire activité légère. 2, c'est modéré. Et 3, c'est engage le pronostic vital. À côté de ces scores d'activité, il y a des scores de réponse. Donc, c'est des scores de réponse qu'on va utiliser dans les essais thérapeutiques. C'est le BICLA et le SRI. Le BICLA, il est défini de la manière suivante. C'est
l'amélioration d'au moins d'un score bilag A vers le B, du bilag B vers le C, et associé à l'absence d'apparition de nouveaux bilag A dans l'un des domaines ou de plus de 2 bilag B, donc on peut tolérer l'apparition d'un bilag B. C'est l'absence d'aggravation du SLEDAI de K, c'est l'absence d'aggravation de l'évaluation analogique par le physicien et l'absence d'échappement thérapeutique. On ne parle donc pas de guérison, on ne parle pas de disparition de l'ensemble des teintes faunes, on parle plutôt d'une amélioration globale avec une certaine notion de tolérance peut-être d'une activité résiduelle. Le SLK, c'est à peu près la même chose, ça veut dire que le 4 est défini par le gain de 4 points du SLEDAI, le série 6, 6 points, le série 8, 8 points, associé encore une fois à l'absence d'aggravation de l'évaluation globale et à l'absence de l'apparition de nouveaux bilag A ou de 2 nouveaux bilag B. Encore une fois, on est donc dans une amélioration globale, mais pas dans une guérison, pas dans une guérison. À côté de ces scores d'activité, il y a des objectifs. Alors, je ne vais pas m'attarder parce qu'on vient d'en parler, mais ce sont des aspirations. C'est aller chercher le lupus low disease activity state, qui est défini comme un état de faible activité, moins de 4 points absolus du SLEDAI, une corticothérapie à moins de 7,5 par jour, un traitement bien toléré de fond, que ce soit un immunosuppresseur, un biologique ou un antipolipin de synthèse, et une faible activité par le physicien, le médecin. Et le DORIS, c'est vraiment le Graal, ça veut dire un SLEDAI à zéro activité, avec une petite corticothérapie, moins de 5 mg par jour aujourd'hui, et un traitement immunosuppresseur stable. Alors maintenant qu'on a fait un peu le point là-dessus, on va pouvoir mettre un peu les pieds dans le plat. Alors je vous parle des traitements du futur, alors qu'on vient d'avoir une AMM avec la nifolimab et un repositionnement de belimumab, on en a bien parlé, c'est que quand on regarde les données de Bliss, 42% des patients dans le groupe belimumab ne remplissaient pas le statut série 4. 20% des patients s'aggravaient sous belimumab dans les cellules. Et puis quand on regarde la nifolimab, chaque fois c'est des essais dans le puits extrarénal, et bien c'est pareil, quand on regarde le BICLA, plus la moitié des patients ne s'améliorent pas selon les critères BICLA, et puis plus la moitié des patients ici n'ont pas d'amélioration très significative de l'atteinte cutanée ou de l'atteinte articulaire. Donc il faut regarder ce qui va arriver, parce qu'on a plus de chances d'avoir un patient qui ne va pas tirer un bénéfice qu'un patient qui risque de tirer un bénéfice. Donc, par quoi on va regarder? Alors, on peut regarder ce travail qui a été publié par une équipe française qui fait la revue de tout ce qui est dans les pipelines. J'en ai sélectionné certains, pas tous, ne vous inquiétez pas. Je ne reviens pas sur la physiopathologie, je pense qu'on a tous ces notions, c'est que le lupus est une maladie hétérogène. Et tous les patients n'ont pas le même poids de limité innée, d'interféron, le même poids du rôle du lymphocyte B, etc. Mais il est indiscutable que le lymphocyte B a un rôle dans la pathogénicité de cette maladie. Et évidemment, l'interféron et les différentes cellules impliquées et la mitose ont également un rôle qu'on va venir cibler grâce à ces stratégies de demain. Alors, je vous propose 2 stratégies. La première, c'est de cibler l'inflammation médiée par le lymphocyte B. Alors, on connaît tous le rituximab, c'est un anti-CD20 chimérique. Le CD20 est exprimé par la plupart des cellules, mais pas par tous. Et on utilise, il apparaît dans les recommandations internationales et nationales, mais pourtant, son effet ne sort pas d'essais thérapeutiques. Et on a vu pourquoi, mais il y a aussi d'autres raisons. Il y a des données récentes qui montrent que 40% des patients qui ont lupus systémique, chez qui vous mettez pour la première fois du rituximab, vont développer des anticorps neutralisants anti-rituximab dès le 3e mois. Et ces patients-là ont des scores d'activité en parallèle qui sont plus élevés que chez les patients qui ont une dépression complète sous rituximab. La deuxième raison, c'est que le rituximab, ça va sur le lymphocyte B, c'est vrai, mais la déplétion, elle est dépendante de la DCC. Et donc, il faut que le fragment constant du rituximab, il vienne se fixer sur le FCR3 pour avoir un duo de la DCC. Et il y a des patients qui ont un FCR2B avec de très haute affinité qui vient capter le fragment constant du rituximab. Et le FCR2B, vous savez, c'est ce qu'on cherche à stimuler avec les IVIG, c'est plutôt un effet immunodomodulateur qui va venir découpler la DCC. Donc, des patients, et on sait que ces patients qui ont ce variant-là, ont une dépression moins importante que ceux qui n'ont pas ce variant. Et puis la troisième raison, c'est que le rituximab, ça ne déplète pas les lymphocytes B tissulaires, ça donne des dépressions périphériques. Il y a des données intéressantes dans la transplantation chez des patients qui ont reçu du rituximab pour prévenir le rejet hyperaigu. Donc c'est pas dans le lupus. On les traitait par rituximab, ils faisaient une dépression B, on faisait la transplantation, on prenait un ganglion, ils étaient remplis de lymphocytes. Et puis, on sait que dans le PTI aussi, il y a des patients qui ne répondent pas au rituximab. On enlève la rate, on voit quoi dans la rate? On voit des lymphocytes. Donc, le rituximab n'est pas un médicament qui permet une dépression tissulaire. Donc, comment est-ce qu'on peut faire mieux avec le rituximab et quelles sont les alternatives? Eh bien, autrement, c'est le bimekizumab. C'est également un anti-CD20,
Et la différence, c'est que celui-ci, un, il est humanisé, donc on pourrait s'attendre à moins d'anticorps anti-médicaments, neutralisants. Et puis la seconde chose, c'est que le fragment constant, il a été designé de manière à optimiser l'affinité pour le FcR3. Et donc, on espère ainsi pallier à certaines défaillances dans le design du rituximab. Donc, il a été essayé dans l'essai Nobility, qui était publié il y a maintenant un peu plus d'1 an, dans le lupus rénal. Et donc là, on regarde, vous savez, dans les essais rénaux, on regarde la réponse rénale complète, en critère d'évaluation principale. Et à 52 semaines, la différence n'est pas significative. Si on adonne bien sûr un standard of care, au cortico CL7, on a 35% de réponse complète versus 23%. C'est pas significatif, mais à 2 ans, on voit quasiment 2 fois plus de réponses complètes dans le groupe obinutuzumab versus placebo. Et si vous regardez le reste, eh bien, les patients normalisent leur C3, normalisent leur C4 et diminuent leurs anticorps antisémitifs. Ça vaut presque 4 points dans un CV. Donc c'est vraiment prometteur et c'est assez prometteur pour avoir justifié une phase 3 qui est désormais fermée. On attend que les inclusions sont clôturées, on attend les résultats. Et puis si vous avez des patients chez qui vous voudriez essayer, eh bien, il y a le PHRC Ogilip qui est actuellement encore ouvert et à Lille on peut proposer des inclusions si vous avez des patients éligibles. Si on veut toujours utiliser le rituximab parce qu'il est actuellement dans les tiroirs des pharmacies, eh bien, il y a probablement des choses intéressantes. PIC Lupus, c'est un protocole de phase 2, c'est une 50aine de patients randomisés donc, dans 2 groupes. Tous les patients vont recevoir un peu de corticothérapie en décroissance du rituximab, et puis ensuite on va ajouter du belimumab contrôlé et randomisé contre placebo. Et donc les patients, donc le critère d'évaluation principal est des biologiques, toujours un peu surprenant, mais en tout cas les patients diminuent leurs anti-ADN natifs, et puis hop, les gens sous rituximab continuent à diminuer leurs anti-ADN natifs, alors que les gens sous rituximab sans belimumab, et ben, M6 vont commencer à reconstituer leur pool d'anti-ADN natifs. Et ça, c'est intéressant. Ce qui est vraiment, ce qui doit attirer votre attention, c'est l'effet sur les critères secondaires, c'est l'effet sur le nombre de rechutes. Il y a une différence qui s'installe en faveur de l'ajout du belimumab sur la rechute, mais qui ne se fait pas significativement différente sur un tout petit effectif. Mais par contre, quand on regarde les rechutes sévères, et bien là, on arrive à creuser une différence qui atteint une p-value significative. Donc, il y a probablement un intérêt. Et il y a d'ailleurs un autre essai qui s'appelle Symbiose, qui fait du Ritux du belimumab avant le rituximab, parce qu'on observe que quand on fait du Ritux, au début, on a une augmentation du nombre de lymphocytes B circulants. En fait, quand on regarde, quand on fait la transcriptose sur ces B circulants, qu'est-ce qu'on voit? C'est en fait, il y a des anomalies du homing, comme si les lymphocytes B tissulaires allaient en périphérie, et puis là, ils viennent flasher avec du rituximab pour augmenter finalement la dépression B, ne pas se contenter juste de la dépression à un moment T circulante. Donc ça, c'est probablement le prometteur. Une autre manière, finalement, c'est de ne pas se contenter d'une dépression circulante, mais de venir faire une dépression à la fois circulante et tissulaire. Et ça, probablement que c'est possible avec l'utilisation des CAR T-cells anti-CD19. Alors, évidemment, c'est des traitements en ouvert. Il y a des données sur 7 patients maintenant qui sont disponibles. Pour ceux qui sont un peu moins sensibilisés à cette technologie, à cette approche, l'idée, c'est de récupérer les lymphocytes T du patient, de les expandre, de venir transfecter un BCR. Ça veut dire que au lymphocyte, le lymphocyte T va non plus exprimer un TCR qui reconnaît normalement un peptide présenté par le système HLA, mais cette fois-ci, il va exprimer un BCR qui va reconnaître un antigène dans sa confirmation naturelle, spatiale. Et du coup, ce lymphocyte T qui a des propriétés intrinsèques cytotoxiques, il va se retrouver capable de reconnaître un antigène de surface et venir introduire donc une lyse, une dépression. Et là, avec le anti-CD19, on va venir taper un peu plus large qu'avec l'anti-CD20, un peu plus tôt dans la différenciation et surtout un peu plus tard, sans toucher au plasmocyte. On ne va pas toucher au patrimoine, à la réponse vaccinale que le patient a déjà acquise, parce qu'on ne touche pas au plasmocyte, et on va venir toucher à tout ce qui est avant, et on va venir former ce qu'on va donner une aplasie lymphocytaire B, et du coup une sorte de reset du système immunologique. Donc ça a été testé chez 7 patients. Alors ils avaient communiqué il y a 1 an, en fin d'année à la CR, sur 5 patients. Alors chaque fois, c'est des profils rein, peau, articulation, cœur, en échec, en multiréfractaire. On voit, c'est des SLEDAI de cas qui dépassent les 15, parfois même les 20, jusqu'à 20. Et ben, en quelques mois, SLEDAI 0, complément normal, pas d'anticorps antinatif, normalisation de la protéine. Il y a eu un petit raté, mais il l'avait biopsié, il n'était pas en lien avec le lupus. Et puis, ce qui est intéressant, c'est sans cortico, sans CL7, sans plaquenil. Là, ils ont communiqué la semaine dernière à la CR sur les 7 patients, et bien, en effet, ils sont tous Doris, avec des délais de suivi jusqu'à 24 mois. Et puis, on observe une repopulation B, mais pour le moment, ce sont des IgM,
pas de signe d'une résurgence de signes biologiques en lien avec le lupus. D'ailleurs, à Lille, on est ouvert pour 2 études de phase 1, et je pense que les inscriptions pourront ouvrir à partir de septembre ou de décembre, si vous avez des patients multifractaires chez qui vous posez la question de l'opportunité d'accéder à cette phase 1B, évidemment, en V. Une autre stratégie de cibler le lymphocyte B, on a parlé de cibler les CD19, les CD20, on peut venir aussi cibler, non pas le BAF, mais le BAF récepteur, hein, qui est à la surface des lymphocytes B. On cible le BAF récepteur et puis on induit une déplétion via le BAF. Donc le BAF, vous savez, le BAF récepteur est exprimé surtout sur les lymphocytes B naïfs. Et donc, dans cette stratégie thérapeutique, petit essai, 30 patients randomisés contre placebo, en plus de la corticothérapie, c'est le ianalumab qui a été essayé. Et bien, très rapidement, on voit que les patients ont un index de réponse à CIRE4 beaucoup plus significativement plus élevé que dans le groupe placebo, avec quasiment 60% de réponse à M28, 20% de réponse dans le groupe placebo. C'est ce qu'on ne voit pas dans d'autres essais. Après 20% de groupe placebo, c'est un peu plus bas que ce qu'on a également observé dans d'autres essais thérapeutiques. Ce qui est intéressant, c'est le nombre de patients qui atteignent le LLDAS. Et ben, c'est 30% des patients dans le groupe traité versus 10% des patients. Et je parle à 6 mois. Donc, c'est beaucoup plus avec un profil de tolérance qui est assez intéressant. C'est un traitement qui est actuellement développé en phase 3. Le telitacicept, il a fait beaucoup de bruit à l'ACR en 2022, à l'ELAR, mais dans le Bougereau. C'est un médicament qui a, il me semble, déjà une AMM en Chine. Le telitacicept, c'est un médicament, c'est un IgG qui a un bispécifique anti-BAF, anti-APRI, et qui a été essayé en phase 3 dans le lupus extrarénal. Et on adonne de la corticothérapie avec une croissance. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe également très rapidement M6, et puis l'effet se confirme dans le temps, et bien quasiment jusqu'à 70 ou 80% de réponse sur le LSRI4, contre 40% de réponse, donc 2 fois plus que dans le groupe placebo, avec quand même un petit signal sur le risque infectieux, avec des hypogammaglobulinémies, et qui reste avec des profils de tolérance tout à fait satisfaisants. Pour aller un peu plus loin, on a parlé du lymphocyte B, mais on peut également chercher le plasmocyte chez des patients des formes très réfractaires avec des taux d'anténégatifs sévères, des atteintes systémiques. On peut venir essayer d'utiliser le plasmocyte. Il y a des données qui sont des données des séries K. C'est 2 patients ici dans le New England il y a 2 ans et demi qui ont été rapportés. Ici, c'était un lupus atteinte cutanée rhumatologique, rénale, cardiologique, qui était multiréfractaire. Eh bien, un flash de daratumumab, entretien belimumab, et finalement une franche amélioration du SLEDAI. Ici, c'était plutôt un profil hématologique. On l'a déjà utilisé dans le service. On a eu des résultats excellents, mais on a dû refaire du daratumumab, donc probablement un traitement en rescue chez des patients très très sélectionnés en impasse thérapeutique. On peut le considérer, bien entendu, en RCP. Il y a d'autres choses qui ont été essayées pour cibler le B qui ne marchent pas. Les BTK, échec des 2 essais, et échec d'ailleurs des 3 molécules essayées. L'obexelimab, qui était un anti-CD19 couplé, un bispécifique couplé au FcR gamma 2, c'est pas concluant. Lupil, c'est pas concluant. Voclosporine ne sera pas développé. On revient toujours sur l'idée de moduler les T régulateurs avec une nouvelle molécule qui est en phase 2 en cours. Pourquoi on s'acharne un peu? Parce qu'a priori, il n'y aurait pas d'immunosuppression induite. Et donc, peut-être que ça pourrait rendre service quand même dans des profils. Donc, ça revient. Et puis, le dapirolizumab, qui est un anti-CD40 ligand. Donc, le CD40 ligand, il est exprimé à la surface des lymphocytes B. Et il est important dans la co-stimulation de ces lymphocytes B. La phase 2 était négative. Mais un peu comme le belimumab, ils ont regardé les patients qui avaient un complément bas. Ils se sont rendus compte que chez les patients qui étaient en poussée avec un complément bas, il y avait 2 fois plus de réponses dans le groupe dapirolizumab que dans le groupe placebo. Et donc, une phase 3 est actuellement en cours, les données de la semaine dernière. Et puis, la deuxième stratégie, finalement, c'est de cibler l'inflammation qui est indépendante du lymphocyte B. Je ne vais pas revenir dessus, mais on est tous maintenant bien conscients que le lupus est une interféronopathie et que cet interféron, il a un rôle pathogène dans les dégâts histologiques, lésionnels, que ce soit de la peau, mais pas que, dans le rein également, dans le neurolupus, dans les atteintes hématologiques et dans les atteintes articulaires. Alors, comment est-ce qu'on peut cibler cette voie de l'interféron? Eh bien, on a discuté de l'anifrolumab, qui est un anti-récepteur à interféron, mais en fait, on peut venir soit jouer en amont et venir jouer sur les tonac récepteurs. Alors, il y a évidemment l'hydroxychloroquine. Il y a d'autres moyens, on va en parler. Et puis, on peut aussi venir jouer en aval, en jouant, cette fois-ci, non pas sur ce qui provoque la production d'interféron,
mais plutôt ce qui va traduire le signal de cet interféron et bloquer finalement l'activation des gènes médiés par l'interféron. Et on parlera des JAK inhibiteurs et des types de inhibiteurs. Alors, donc stratégie, je vais jouer plutôt en aval de l'interféron. Je vais essayer d'empêcher la production d'interférons. Donc, c'est des données très préliminaires, parce que là, je vous parle de souris. C'est de la fimétoran, c'est l'antagoniste LR8-9. C'est une phase 2, un modèle murin où les souris meurent en quelques semaines d'un modèle de lupus. Et bien, quand on traite ces souris avec de la fimétoran, et bien, les survivent. Et quand on regarde un peu le dommage rénal, parce qu'on sait que c'est un excellent modèle de lupus rénal, eh bien, il y a beaucoup moins de dommages, qu'ils soient tubulaires ou glomérulaires, quand les souris ont été traitées avec de la fimétoran, qu'avec de la corticothérapie, ou évidemment sans traitement. Pourquoi je vous en parle? Parce que la phase 2 est en cours, je n'ai pas de données à vous montrer, mais à Lille, on est ouvert. Donc, si vous avez des patients qui sont réfractaires, eh bien, pourquoi pas en parler pour voir s'ils pourraient être éligibles à cette stratégie thérapeutique. Toujours dans l'idée d'empêcher la production d'interférons, eh bien, c'est le litifilimab. C'est des données de phase 2 qui ont été publiées en fin d'année dernière. C'est un anticorps monoclonal qui, en fait, sur BDCA2, empêche finalement ce récepteur de reconnaître les complexes immunocirculants et donc empêche finalement ces complexes de venir sur TLR7 et 9. Et donc, en empêchant ça, on empêche finalement la poussée. Ça veut dire qu'on empêche les signaux de danger, les dépôts complexes, d'activer la production massive d'interférons par les séquences biotiques plasmacytoïdes. Et donc, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas d'interférons et donc d'atténuer les symptômes. Alors, l'outcome, le critère d'évaluation principal, c'était le critère articulaire. C'était des patients qui devaient avoir une atteinte articulaire dans la première partie de CPC. Finalement, c'est positif. Alors, on gagne 4 articulations. On est à 6 mois. Ça ressort. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des effets également sur l'atteinte cutanée, évaluée par le CLASI. C'est le nombre de patients qui ont des médecins de 50% du CLASI. C'est significatif. Mais également sur la CR4, on attend les données de phase 3 pour voir un peu comment est-ce qu'on pourrait imaginer la place de ces traitements. Une autre stratégie qui est assez prometteuse, eh bien, c'est de jouer cette fois-ci sur la transduction. Il y a eu de l'interféron, mais on veut bloquer le signal de l'interféron qui va amener à la production des gènes qui vont provoquer les dégâts médiés par l'interféron. Et le deucravacitinib, c'est un inhibiteur sélectif de type 2. Vous savez, dans les voies JAK-STAT, eh bien, la voie JAK-STAT, elle est impliquée dans la médiation de l'IL-12, GCS, de l'IL-6 et d'interféron, par exemple. Et puis JAK1, JAK3, JAK1, JAK2 dans la transduction de ces signaux. Et type 2 est spécifique de la voie d'interféron. On ne le voit pas quand on cible type 2, on ne cible pas les autres voies de transduction des autres cytokines. Et donc, il est essayé en phase 2. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'à 32 semaines, puis ça se confirme également à 48 semaines, on a un bénéfice sur le SRI4 en termes de proportion de patients qui a un SRI4. On est à 58% versus 34%. Et puis, on va avoir un effet similaire sur le BICLA et un effet assez intéressant quand même sur le CLASI 50. Et donc, peut-être une place dans les atteintes cutanées de lupus systémique. Ce qui est un peu étrange, ce qui a l'air, c'est que plus on monte la dose, moins on a d'effet. Mais ça mérite de transformer l'essai et d'ailleurs, il va donc être actuellement en phase 3 et aussi développé d'ailleurs dans le psoriasis. Je ne pouvais pas ne pas parler du baricitinib, qui est un inhibiteur de JAK1, donc JAK1 qui est impliqué dans la voie de JAK1 et de JAK2. Il y a eu une phase 2 il y a 2 ans qui était enthousiasmante. On avait 64% de patients qui avaient un statut SRI4 à 24 semaines contre 48%, petite différence mais qui sortait significative. Puis un petit effet sur la poussée, donc ça mériterait de voir en phase 3. Et bien, c'est décevant, il y a un essai qui est négatif. Et puis l'autre est discrètement positif, mais finalement pas d'effet sur l'épargne cortisonique, pas d'effet sur le LDV-AS. Donc finalement, le laboratoire a décidé de ne pas continuer, enfin de ne pas exploiter le baricitinib dans le cas du lupus. C'est pas pour autant qu'il faut mettre les JAK inhibiteurs à la porte, parce que finalement, eh bien, l'upadacitinib, qui est un inhibiteur sélectif de JAK1, interféron, c'est JAK1, TYK2 pour la production du signal. Donc c'est un essai ils ont communiqué la semaine dernière, qui évaluait chez des patients donc lupus systémique actif. À chaque fois, c'est les mêmes patients. Hein. Ils ont ACLI 10, 50% en bilag A, 50% en 2 bilag B. Et bien, finalement, ils ont évalué placebo, on donne de la corticothérapie en décroissance, UPADA et une combinaison UPADA-BTK, inhibiteur de BTK. Et qu'est-ce qu'ils observent? Eh bien, ils observent que si on regarde le BICLA, eh bien, il y a 50% des patients qui atteignent le BICLA à 48 semaines contre 2 fois moins pour le groupe placebo.
Et puis, on a également 2 fois plus de patients, 50% des patients qui atteignent le LLDA5, c'est monstrueux comme taux, dans le groupe IBADA que dans le groupe placebo. Ici, je vous ai montré, enfin ici, ajouter à plus de l'IBADA un IBTK, ça ne change rien à la réponse. Et du coup, la place d'IBTK s'éloigne un peu dans le lupus systémique. Mais l'IBADA-cétinib, probablement qu'ils vont transformer l'essai, ils n'en ont pas discuté lors de la communication. Ensuite, l'iberdomide. MID, ça vous fait penser à thalidomide, en effet, Revlimid, c'est des molécules de la même classe thérapeutique. Ce sont des inhibiteurs d'un complexe qui s'appelle céréblon. Alors, en pratique, ça a une affinité énorme pour ce complexe. Ça va venir optimiser la capacité de ce complexe à ubiquitiner et à dégrader Icaros et Aiolos. Et Icaros et Aiolos, c'est des facteurs de transcription qui sont extrêmement impliqués dans la différenciation des lymphocytes B, leur activation, mais également dans l'activation des monocytes, de la métose et de la production d'interférons par ces différentes molécules. Et donc, c'est un médicament qui fait un peu le pont entre un effet sur le B et un effet sur le T, qui est utilisé d'ailleurs qui est développé dans le myélome. Puis l'ont tenté dans le lupus systémique. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, toujours c'est des patients qui ont un lupus actif, cortico plus le médicament, et c'est randomisé contrôlé contre placebo. Eh bien, il y a un effet qui se dessine. 50% de patients atteints de SR4 à 6 mois, versus 35% avec un profil de tolérance, un petit signal sur les événements infectieux. À voir, je n'ai pas vu s'il y avait des phases 3 lancées, mais c'est des résultats récents. À voir si une phase 3 sera développée à partir de ces résultats. Et enfin, ma dernière diapositive, eh bien, on n'est plus dans le lupus systémique, on est plutôt dans les atteintes discoïdes du lupus qu'on peut rencontrer parfois dans des lupus systémiques. Et ici, il propose une approche locale où on va venir en fait injecter in situ de l'étanercept directement dans les lésions. Et donc, ils ont communiqué là, ils ont recommuniqué, et c'est une presse, ça va sortir. C'est 25 patients qui avaient des lésions réfractaires discoïdes. C'est un traitement local, vraiment très superficiel. Eh bien, globalement, les patients s'améliorent, que ce soit par le physicien ou par le patient, ou en termes de taille, sous ce traitement topique, qui peut être une alternative sur des lésions, des fois, parfois très réfractaires, pour éviter un traitement systémique. Eh bien, c'était ma dernière diapositive. Eh bien, merci beaucoup, Emmanuel. Voilà, donc on a fait un panorama des stratégies thérapeutiques actuelles et des objectifs, to target, et puis on a ouvert la porte de l'avenir, qui est très prometteur, hein, avec de nombreux candidats, plus ou moins proches de la confirmation de leurs bénéfices. On a vu tellement d'essais thérapeutiques positifs en phase 2 qu'il n'était pas en phase 3 que, eh bien, évidemment, on va être patient et voir les résultats de phase 3. Pour l'instant, pas de questions. Alors, on peut peut-être passer en pleine écran, c'est le fait. On a compté le partage. Il faut que je remercie aussi, bien entendu, le laboratoire AstraZeneca parce qu'ils sont partenaires de ce webinaire. Et donc, merci beaucoup. Puis, on va engager nous-mêmes peut-être un petit peu la discussion, le temps que les personnes qui nous regardent réfléchissent et nous envoient par chat. Ils ne peuvent pas parler, hein, mais par chat. Bon. Que peut-on dire? Toutes ces thérapeutiques sont intéressantes, mais terriblement immunosuppressives, non? Parce qu'on risque d'être efficace, de mettre un patient en rémission, mais avec des très gros risques infectieux. Comment on peut prévenir ces risques infectieux, hormis la vaccination? Est-ce qu'il y a des stratégies particulières? Est-ce qu'il y a des risques infectieux particuliers en fonction de la voie que l'on bloque? La voie d'interféron, on a vu peut-être, oui, le zona, d'autres voies. Quelles sont les recommandations qu'on peut apporter aux patients? En tout cas, pour des thérapeutiques qui vont cibler donc, la voie Jackstat, en aval, en tout cas, c'est sûr qu'il faut considérer la vaccination qui va bientôt être accessible. Il faut considérer, je pense que les patients qui ont déjà fait de la récurrence herpétique, il faut se poser la question de la cyclovir, et puis évidemment de la sensibilisation à la question chez les patients qui n'auraient jamais fait d'événements. Pour les autres stratégies, ça dépend vraiment. Sur la question du rituximab, je pense que les dernières données, les habitudes qu'on commence à prendre dans les vascularites vont peut-être arriver aussi dans le lupus sur la place de la prévention de la pneumocystose, même si ce n'est pas des situations qu'on a beaucoup rencontrées, des pneumocystoses au cours des lupus, alors qu'on utilisait des doses importantes de corticothérapie, mais la question va se poser, je pense. Après, sur les profils d'infection, finalement, dans les molécules, en tout cas, dans le cas de ces thérapeutiques, il y a quand même très peu d'infections qui sont hospitalisées.
le taux de ce qu'on appelle SAE est relativement faible et similaire à ce qu'on observe dans le groupe placebo, alors que la dose de corticothérapie est réduite. Donc, plutôt assez rassuré par rapport à ça. Et les affections qui ressortent, mis à part le zona dans le protocole qu'on a mentionné, finalement, c'est infection urinaire et c'est infection rhinopharyngée. Donc, je ne suis pas certain qu'il y aura, mis à part les recommandations de vaccination vis-à-vis du pneumocoque, éventuellement de l'hémophilus influenzae, il n'y aura pas forcément de choses très spécifiques. Alors, il est vrai que le patient qui prend des corticoïdes au-delà de 15 mg, le patient qui est sous immunosuppresseur, il est assuré sous infectieux. Donc, après, les mesures prophylactiques, c'est finalement ce que nous a appris aussi la pandémie. Hein. C'est lavage des mains, le gel, et puis le masque quand on est vraiment en milieu public. Un patient très très fragile doit garder son masque quand il prend le train, quand il prend l'avion, surtout quand il va au spectacle. Eh bien, voilà, il faut garder le masque, je crois, dans cette situation. Donc, ça fait partie des choses qu'on oublie très vite et qu'il faut garder à l'esprit, je pense, mais qu'on a appris avec cette pandémie. Est-ce qu'on a des questions particulières? Pour le plaquenil, il y a eu un warning, et il faut le dire peut-être, c'est surpris que personne ne signale. Il y a eu un warning concernant tout d'abord la production de plaquenil. Il y a une tension sur la production de plaquenil. On l'a appris par les patients, et merci à vous de venir vers nous quand il y a un souci pour l'approvisionnement des traitements. Vous savez qu'il y a un souci pour de nombreuses thérapeutiques, le paracétamol, certainement les antibiotiques aussi, le plaquenil. Et donc certains patients nous ont dit on a des difficultés pour le trouver, le plaquenil. On s'est renseigné un petit peu, on a su que l'industriel qui fabrique le médicament Sanofi Syntelabo a reconnu qu'effectivement il y avait des tensions de production et le laboratoire Sanofi Syntelabo a informé les officines le 1er juin dernier, donc il y a quelques jours, de l'existence effectivement de cette tension dans la production des médicaments et que cette tension allait durer jusqu'à fin d'année, fin 2023. Et la recommandation aux officines de ville et hospitalières, c'était que s'ils sont à court, ils contactent leur fournisseur. Si ce fournisseur est à court, ils en contactent un deuxième. Et si ce deuxième est à court, il y a un numéro d'urgence, Sanofi Syntelabo, qui est à disposition donc, des officines pour se procurer du plaquenil pour éviter qu'il y ait une rupture de continuité de traitement des patients. Ceci est très, très, très important. Je vous mets en garde parce qu'il a été démontré dans un essai thérapeutique il y a de très nombreuses années, dans les années 70, je crois, c'était que si on arrête le plaquenil, un patient qui va bien, c'est un peu comme ce qu'on voyait quand on arrête la cortisone, et bien après 6 mois, il y a 20% au moins des patients qui rechutent. Donc arrêter le médicament et ne pas le prendre pendant quelques mois, c'est s'exposer à un très haut risque de rechute. Donc, pas de panique si votre pharmacie de quartier n'a plus de plaquenil, allez voir une autre pharmacie, elle aura peut-être du plaquenil. Moi, je me suis amusé à voir, c'était il y a 3 semaines, je suis allé à Paris faire un petit topo sur le plaquenil, je suis allé en pharmacie, j'ai dû en faire 4 avant d'en trouver. Et le 4e, on me dit, bon, non, moi, mon producteur, c'est comme d'habitude. Donc, vous voyez, vous trouverez du plaquenil des craintes, et puis s'il n'y en a pas, et bien, votre pharmacien a la possibilité de contacter directement l'industriel pour avoir des stocks de production spécifiques pour qu'il n'y ait pas d'arrêt de votre traitement. Donc, ça, c'est très important. Le 2e warning a été un warning très maladroit de la NSM qui a dit qu'il y avait un risque de malformation fétale chez les femmes qui prenaient du plaquenil pendant la grossesse. Alors ça, c'est basé sur un rapport, sur un registre américain, et ne repose pas sur l'analyse de l'ensemble des données de la littérature et sur l'expertise que nous avons maintenant de l'utilisation du plaquenil pendant la grossesse. Tout d'abord, vos femmes qui prenaient le plaquenil, vous le savez, sur la boîte, il est écrit déconseillé pendant la grossesse. Tout simplement parce que ce médicament n'a jamais fait l'objet d'études pendant la grossesse. Et donc, par prudence, au laboratoire, mais ce cryptogramme sur la boîte de plaquenil. On sait, nous, donc experts dans le lupus, que le plaquenil protège la maman, protège le bébé. Il protège la maman des poussées lupus. Il protège le bébé aussi, notamment quand il y a des anticorps anti-SSA, SSB. Au cours de la grossesse, il y a un risque de ralentissement du rythme cardiaque du bébé. Eh bien, le plaquenil a été montré sur 2 cohortes qu'il réduisait ce risque de développement de bloc auriculoventriculaire. Donc, il y a vraiment intérêt et nécessité de maintenir le plaquenil pendant la grossesse. D'autre part, ce petit warning qui est pas vraiment significatif dans notre très très grand registre
c'est pour les doses de 400 et au-delà milligrammes de plaquenil. Ce qu'on ne fait pratiquement jamais, ou alors en phase d'induction, on peut laisser 400 mg, il n'y a pas de problème. L'objectif ensuite, c'est de mettre en rémission la maladie. Quand la maladie est en rémission, on baisse un peu les doses. Maintenant, l'adaptation des doses que nous faisons à 5 mg kg de poids réel, et bien souvent, quand on a à peu près une dose à peu près 60 kg, 5 x 6, 30, ça fait 300 mg. Les comprimés sont à 200 mg. Et on en donne un le premier jour et deux le deuxième jour. Ça fait une moyenne de 300. On est à moins de ces doses de 400 mg et donc aucun surrisque de malformation particulière en cours de la grossesse pour ces doses-là. Donc je voulais aussi vraiment rassurer les patients qui pouvaient nous aider. Pas d'autres questions? Eh bien, je ne sais pas si tu as un commentaire à faire. Nivaquine, peut-être? Ah oui, on peut dire un petit mot de la nivaquine. Je ne connais pas. Oui, oui. C'est une bonne remarque. Oui, il y a des patients qui ne supportent pas le plaquenil. Par exemple, on peut avoir des acouphènes sous plaquenil, on peut avoir des troubles de la pigmentation cutanée sous plaquenil et qui font qu'on ne peut pas utiliser ce médicament alors que c'est un médicament qui a montré son efficacité. Et une alternative qui ne partage pas les mêmes effets indésirables, c'est l'anivaquine, qui n'est plus commercialisé depuis septembre, je pense, depuis septembre 2022. Mais il existe la possibilité de le faire fabriquer de manière magistrale. Et donc, si vos médecins référents eh bien, sont en difficulté, il y a sur la feuille de ZER l'ordonnance type pour pouvoir faire fabriquer de manière magistrale l'équivalent de la nivaquine si vous ne supportiez pas le plaquenil. Et tout pharmacien, donc, si vous aviez ce médicament et que vous ne le trouvez plus, tout pharmacien de ville ou hospitalier peut commander la formule base et fabriquer ces gélules de nivaquine, actuellement l'équivalent de 100 mg de chloroquine. Donc c'est une alternative et ça reste une possibilité, bien que la production ne Eh bien, je vous souhaite à tous, merci beaucoup Dr Ledoux, merci à AstraZeneca, merci à la plateforme d'expertise Clémaret et à toute l'équipe qui nous ont accompagnés ce soir. Et à très bientôt, j'espère. Donc, ça va.